Le juge Barak également hier a dit on a fait des erreurs, probablement on a fait des erreurs également, et il faut les réparer. C'est sûr, il faut intégrer des juges d'origine diverses, mais il ne faut pas faire de la propagande. Il faut éviter, il faut faire très attention. Les structures juridiques nous protègent, nous tous, que nous soyons de droite ou de gauche. C'est notre protection. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Éric Seton, directeur du Herzliya Medical Center. Éric, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que nous revenions sur cette très impressionnante manifestation hier. Près de 100 000 ou plus de 100 000 personnes qui ont manifesté devant la Knesset pour protester contre la réforme judiciaire. Beaucoup étaient venus de Tel Aviv, mais aussi du reste du pays. Il y avait aussi certainement des habitants de Jérusalem. Mais c'était une protestation qui s'est déroulée, il faut le souligner, dans le calme, sans incident notable. Et c'est déjà probablement l'un de ses acquis les plus importants. Mais maintenant, la question que je voudrais vous poser à vous qui faites partie de ceux qui s'opposent donc de manière farouche à la réforme judiciaire de Yariv Levin, vers où va-t-on après une telle manifestation? Que doit-on faire? Est-ce que les manifestants qui étaient présents hier dans leur ensemble sont prêts au dialogue, sont prêts à s'asseoir à la table des négociations avec les responsables de l'actuelle coalition, avec Yariv Levin, avec Simcha Rothman, les artisans de cette réforme? L'appel avant-hier soir du président Herzog est, je crois, la base sur laquelle on doit continuer les dialogues. Mais les manifestations vont continuer parce qu'on ne peut pas arrêter la pression. Il faut continuer les manifestations, il faut continuer la pression et en même temps ouvrir le dialogue sur la base de ce qu'a proposé le président Herzog. C'est très important. Je crois que c'est la base du dialogue. Il a posé les cinq conditions sur lesquelles doivent se proposer un dialogue. Et je crois que les représentants de l'opposition sont prêts à ça, mais on ne peut pas arrêter de continuer la pression. La demande est très simplement d'arrêter le processus de légalisation de cette loi, en fait, de légiférer pour pouvoir dialoguer sans qu'il y ait cette épée de Damoclès sur la tête. Oui, mais alors, justement, c'est peut-être pas tout à fait équitable. D'un côté, vous dites il faut que le gouvernement gèle la procédure, mais de l'autre côté, vous dites il faut que la protestation se poursuive et que les manifestations se poursuivent. Finalement, pourquoi des deux côtés on n'y mettrait pas chacun du sien? On gèle d'un côté la procédure, mais de l'autre côté, eh bien, les manifestations s'arrêtent. Ou alors, on continue les manifestations, mais alors la procédure peut continuer même si elle ne va pas aboutir avant qu'il y ait des négociations et des modifications à apporter à la réforme. Parce qu'il n'y a pas égalité des forces. Les manifestations n'ont pas la même force et le même impact qu'un processus de législation. Un processus de législation peut aboutir en définitive à une loi. C'est ce qu'on veut essayer d'arrêter ou de changer ou d'amender. Maintenant, une manifestation, ça n'a aucun impact sur le processus de législation. On proteste et on montre qu'on est là. Et le fait d'arrêter les manifestations pourrait au contraire être interprété comme une preuve de faiblesse. Oui, mais donc, ça n'a pas vous acceptez, vous êtes d'accord avec moi, Daniel, qu'un processus de législation est beaucoup plus important, beaucoup plus fort et beaucoup plus dur qu'une manifestation. Et oui, mais c'est la règle de la démocratie, Éric. La démocratie, il y a un pouvoir et il y a une opposition. Ceux qui sont dans le pouvoir devraient donc céder et ceux qui sont dans l'opposition devraient continuer. Non, ceux qui sont dans l'opposition peuvent continuer à manifester. Ça veut dire simplement que nous sommes là pour continuer et pour vouloir un dialogue. Maintenant, ceux qui sont sur le pouvoir, ce qui nous fait peur dans cette réforme, c'est très simple. C'est que ça donne tout le pouvoir au pouvoir exécutif. D'accord ? Demain, la Knesset peut légiférer une loi de base qui pourrait s'appeler la loi des élections et reporter les élections dans 20 ans. Okay. Le Bagatz,
la Haute Cour de justice, la Cour suprême, peut siéger et dire retoquer cette loi, et grâce à la loi de Lévin, à la réforme de Lévin, 61 députés peuvent dire nous n'acceptons pas le retoquement de Bagatz, de la Haute Cour suprême, et se retrouver devant une loi qui reporte les élections indéfiniment. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les juges seront nommés par les politiciens. Éric, je vous arrête tout de suite. Une fois que les politiciens seront nommés, les politiciens nomment les juges seront à la solde des politiciens. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Non. Donc il faut arrêter ce processus. Il faut continuer le dialogue sur la base de ce qu'a proposé le président Herzog, qui est vraiment très, très, très égalitaire, ou essaye d'arriver à un rapprochement entre les deux côtés. Mais on ne peut pas arrêter de protester. Mais la protestation n'a pas la même force que le processus de législation. Concrètement, Éric, on le voit, et vous n'êtes pas aveugle, vous le voyez vous aussi, et vous le savez, la procédure, de facto, elle a été arrêtée. Yariv Levin et Simcha Rothman auraient pu faire voter hier, en première lecture, les deux premières clauses de la réforme, justement sur la commission de nomination des juges, sur une autre clause. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont de facto gelé la procédure, mais ils ne veulent pas le dire parce que eh bien, ils se considèrent comme étant au pouvoir et comme n'étant pas obligés de céder aux pressions de la rue et de l'opposition. C'est peut-être de bonne guerre. Profitons de ce moment, de cette fenêtre d'opportunité jusqu'à le vote de la première lecture pour dialoguer. Je pense que ça a été ouvert hier par Benny Gantz, qui a également proposé de s'asseoir et de dialoguer. Donc il y a une volonté de dialogue. Mais demander l'arrêt des manifestations n'a pas la même valeur que demander l'arrêt de la législation. Et ça, je le répète. Maintenant, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un processus droite ou gauche. C'est un processus de démocratie vers une réforme qui n'est pas démocratique. Même des amis du Likoud le comprennent, même des amis qui sont religieux et qui votent pour des partis religieux le comprennent. C'est très important de comprendre. Ce processus est dangereux, que ce soit de droite ou de gauche, un gouvernement qui n'a pas d'équilibre, qui n'a pas de frein, qu'il soit de droite ou de gauche, peut être dangereux et peut mener à une autocratie. C'est ce qu'on veut absolument arrêter. Est-ce que pour entamer une forme de dialogue, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il est nécessaire d'instaurer une réforme dans le système judiciaire, qu'il y a des problèmes, y compris dans la Cour suprême, qu'il faut modifier certaines choses, que si tant d'Israéliens qui ont voté lors des élections pour une majorité israélienne, mais qui aujourd'hui ne descendent pas dans les rues, eh bien, semble critique envers la Cour suprême, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que dans les manifestants qui ont participé hier à cette manifestation, il y a des gens qui comprennent qu'il y a un problème? Oui, mais il faut savoir quel est le problème. Il faut définir quel est le problème. Quand il y a plus de le problème d'une ingérence, pour les juges, c'est sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème de bureaucratie énorme. Il y a un problème de longueur des procédures qui est énorme. Il y a un problème absolument incroyable de bureaucratie qui empêche le système judiciaire de travailler. Il y a des propositions, il y a des requêtes à tous les niveaux, que ce soit de Bet HaMishpat HaShalom, Mechozi ou Bagatz, qui n'ont rien à voir au niveau judiciaire et qui devraient être repoussées, bien sûr. Bagatz a promulgué 22 décisions uniquement contre des lois, contre des milliers de lois. Mais ils sont attaqués et ils sont présentés comme l'ennemi public numéro un, alors qu'ils sont en fait ceux qui protègent le public. Éric,
s'il y a des millions d'Israéliens, on va dire des centaines de milliers d'Israéliens qui sentent qu'ils ne sont pas protégés par la Cour suprême, qui sentent que lorsqu'ils ont sollicité la Cour suprême, elle n'était pas là à leur côté pour les aider. Je parle des habitants du Gush Katif, je parle du monde orthodoxe qui a son propre mode de vie. C'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être une des décisions les plus célèbres de la Cour suprême, c'est d'obliger une ville à créer un mikvé pour les ultra-orthodoxes, alors que la ville refusait de le faire. Est-ce que c'est ça, ne pas protéger les ultra-orthodoxes? C'est une propagande. Vous présentez une propagande qui n'existe pas. Il faut relire les textes. Il faut relire les décisions de la Cour de justice. Quand la haute cour de justice décide demande que le gouvernement exécute sa demande d'évacuer comment s'appelle là, le village de Khamra. Oui. D'accord? Et que le gouvernement ne s'exécute pas. Oui. Qui protège qui? Qui protège qui? Il faut arrêter cette propagande. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Eric, la propagande... Relisez tous les décrets de Bagatz et regardez l'un après l'autre qui protège qui. Qui protège les soldats contre les attaques des tribunaux internationaux? Bagatz. Qui a demandé à protéger la décision de faire le tracé du mur qui protège, qui sépare des territoires? Bagatz. Qui a autorisé ça? Mais Eric, vous êtes officier. Les déplacements, les évacuations ou les comment s'appelle là, les internements ou les déplacements des terroristes? Bagatz. Donc il faut arrêter. C'est une propagande. C'est une propagande méchante. Eric, il n'y a pas des dizaines et des centaines de milliers d'Israéliens qui font de la propagande. Il peut y avoir des gens qui sont mus par une propagande, y compris dans le camp de ceux qui ont manifesté hier, qui crient à la dictature et à la fin de la démocratie. Mais ça aussi, c'est peut être de la propagande. Mais par contre, il y a bien des gens, lorsque le président, le mythique président de la Cour suprême, Aaron Barak, reconnaît qu'il ne connaît rien au droit hébraïque, qu'il ne connaît rien au Talmud, et que, par conséquent, bien entendu, il ne peut pas juger par rapport à ces droits-là et par rapport à cela. Cela signifie que son mode de vie ultra-libéral, d'activisme juridique, eh bien, il s'est calqué sur l'ensemble des juges de la Cour suprême qui étaient proches de lui, et qu'aujourd'hui, la Cour suprême, elle est monolithique. Elle est peut-être aujourd'hui moins qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou il y a 15 ans, parce que les gens ont compris qu'il y avait un problème. Mais il y a un problème. C'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que pour juger et nommer un juge, il faut qu'il soit qu'ils connaissent la Gemara. Il faut de ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Et premièrement, deuxièmement, j'ai très bien connu le juge Eliakim Rubinstein, qui était un juif religieux qui connaît parfaitement le judaïsme. Combien il y en a eu comme lui? J'ai jamais entendu parler comme critique qu'il ne connaissait pas la Gemara. Mais ça n'a aucun rapport. Est-ce que Netanyahou connaît la Gemara? Est-ce que Yariv Levin connaît la Gemara? Combien il y a? Non, mais ça n'a aucun rapport. Est-ce qu'on demande de juger sur des lois? La Haute Cour de justice juge sur les lois qui ont été promulguées par la Knesset. Elle ne juge pas sur la Gemara. Oui. Combien y a-t-il? On connaît la Gemara, et c'est très important, mais ça n'a aucun rapport dans la formation des juges, ni des juges de Shalom, de Mechozi, ni des juges du travail. Il faut peut-être intégrer des notions des notions de comment ça s'appelle là, de droit juif. C'est très important. Il y a des bases très importantes, mais le document de base sur lequel se basent les lois, c'est la promulgation de l'état de l'indépendance d'Israël et sur les lois qui ont été promulguées par la Knesset. Est-ce que les Chavrei Knesset qui promulguent des lois connaissent la Gemara? Non, mais est-ce que... Non, mais j'ai jamais entendu parler de ça.
Non, je dis ça parce que il y a une interview qui est diffusée ces derniers jours avec Ronnie Coban qui a interviewé de manière intime, on va dire. Je l'ai entendu hier soir dans son intégralité. Et le président de la Cour suprême, l'ancien président, et lui-même reconnaît son manque. Mais quelque part, ça veut dire que est-ce que le juge est capable de juger, de faire la justice uniquement selon la loi ou selon son éthique, selon les valeurs dans lesquelles il a grandi, dans lesquelles il a été éduqué ou pas? Lorsque tous les juges de la Cour suprême, quasiment tous, sont forgés, façonnés de manière monolithique selon le moule qui a été formé par Aaron Barak il y a 20 ans. Ça aussi, c'est de la propagande, Daniel. Ils ne sont pas formés de la même... J'ai connu Mezzouz, j'ai connu Rubinstein, j'ai connu d'autres qui n'ont eu des formations totalement différentes, des origines totalement différentes. Je connais Chayout. Vous savez que la synagogue ici comment s'appelle là, de Tsaala, la juge Chayout est là, est pris. Est-ce que vous le savez? Mais non, mais on fait une propagande. C'est une propagande anti-juge pour éviter et pour mener à un gouvernement je ne dirais pas de dictature, mais presque. Effectivement, mener à un gouvernement fort qui n'ait aucune opposition devant lui, aucune force qui puisse s'opposer à lui. Et c'est ça qui est le danger. Mais c'est ça qui est dangereux. Et on joue avec le feu en ce moment. Parce que ce soit de gauche ou de droite, que ce soit aujourd'hui Netanyahou ou que ce soit demain quelqu'un d'autre, c'est dangereux de laisser tout le pouvoir au gouvernement, à l'exécutif. Est-ce que vous savez que ces juges sont d'origine complètement différente? Vous les avez interviewés, vous avez parlé avec eux. Vous savez quelles sont leurs origines, comment ils ont été formés? Je sais que, par exemple, lorsque dans cette interview, Aaron Barak reconnaît qu'il n'a pas pu nommer un juge séfarade dans la Cour suprême parce qu'il n'y en avait pas, et qu'il a reconnu que c'était un problème, effectivement, il y a 20 ans, et lorsque sa biographe, Naomi Levitsky, lui a dit « Mais vous savez que ça va se retourner contre vous un jour ?» Eh bien, il dit « Oui, je sais que ça va se retourner contre nous. » Oui, mais ça peut se retourner, le fait qu'aujourd'hui, dans la Cour suprême, il y ait un juge qui soit séfarade sur les 15 juges, c'est un problème ou pas? Tout à fait, c'est un problème qu'il n'y ait pas de juge également homosexuel et qu'il n'y ait pas de juge transsexuel et qu'il n'y ait pas de juge qui soit druze et qu'il n'y ait pas de juge qui soit bédouin. Mais on ne peut pas comparer le nombre de transsexuels. Ça ne vous gêne pas? Et qu'il n'y ait pas de juge haredi, ça ne vous gêne pas? Oui, bien sûr, c'est gênant qu'il n'y ait pas de juge haredi, c'est gênant qu'il n'y ait pas de juge... Mais des juges bédouins et des juges transsexuels, ça ne vous gêne pas? Mais ce n'est pas la même proportion, soyons honnêtes, Eric. Il n'y a pas de combien il y a d'homosexuels dans la population? Plus de 10%? Je n'en sais rien. Combien il y a de Haredi dans la population? 10%? Ah là là. Non, alors combien? Alors on va également on va choisir les juges suivant leurs origines ou suivant leur capacité à juger. Mais le fait qu'il... Bon, ok, alors là, d'accord, on a compris, on a essayé un dialogue ensemble, ça va pas être facile. On essaye un dialogue, non, mais il faut être... Ça va pas être facile, mais il faut reconnaître... Le juge Barak également hier a dit, on a fait des erreurs, probablement on a fait des erreurs également, et il faut les réparer, c'est sûr. Il faut également intégrer, comme on a intégré un juge arabe, et je crois que c'est très important, il faut intégrer des juges d'origine diverses, mais il ne faut pas faire de la propagande. Il faut éviter, il faut faire très attention. Les structures juridiques nous protègent, nous tous, que nous soyons de droite ou de gauche. C'est notre protection. Eh bien, on va rester sur ce mot de la fin, Eric. Merci beaucoup d'avoir accepté de dialoguer, puisque c'était plus un dialogue, une tentative de dialogue qu'une interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, au lendemain de cette grande manifestation de protestation contre la réforme de Yariv Levin. Merci encore, Dr Eric Sieton. À bientôt. Merci Daniel de m'avoir invité. Bonne journée. Au revoir.